La Liga bouclée, le Barça sacré, Grisou dit adieu aux Colchoneros. Le Real désabusé puis rétaffé en Europe pour le bonheur de Jin Dakonam, convoité de part et d'autre. Nous dressons le bilan chiffré de la saison 2018-2019. En Serie A, suspense entier dans la course à la C1. 4 équipes se tiennent à 3 points à une journée de l'épilogue du Calcio. En Ligue 1 Conforama, dernier acte du championnat ce vendredi, Monaco, Amiens, Caen et Dijon dans la tourmente. Nous allons à la découverte d'un nouveau mot à travers le terme sportif en fin de magazine. En studio, Roméo Yetor. Hola. Hola Angelo, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va. Merci d'être là. Franck Lunyama également est là. Salut Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous? Ça va. Ah oui, vous avez un beau djerma. Hein? Ah oui, aujourd'hui c'est djerma, vendredi. voilà. Oui. Vendredi saint. Vendredi saint, n'est-ce Vraiment. pas? Ezekiel Ayat est également en studio. Salut Ezekiel. Salut Angelo, bonjour à tous. La famille est? Oui, comme la couleur de mon avis. Ah oui, ça se voit, la couleur blanche. On entend en studio Fifi Assobavi et Armel Ouaba. Alors, mise en onde de ce nouveau numéro ANAS PM, la réalisation vidéo porte les griffes de l'homme à Dovon, à suivre notamment sur le www.radioportfmtg.com. Je suis Angelo Folikwe, destination foot européen PFE 568. Bienvenue à tous. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, maga la primera, gol. Vous avez tout compris, nous parlons du championnat d'Espagne de football saison 2018-2019 qui a consacré le Barça champion. Roméo Yetor, vous êtes le patron de cette Liga espagnole. Vous avez suivi tout le championnat de bout en bout. Dites-nous, c'est un sacre logique pour le FC Barcelone? Ouais, plus que logique puisque cette saison, il n'y avait pas eu un véritable challenger ou concurrent face au FC Barcelone, le Real Madrid qui n'était pas au rendez-vous. Atlético Madrid, à un moment donné, oui, avait essayé de bousculer le géant Barça, mais au final, c'est le Barça qui a damé le pion à ses adversaires. Donc, c'est un sacre. On ne peut plus logique. Alors, avant de vous retrouver tout à l'heure dans les moindres détails, salut Fifi, comment vous allez? Je vais bien, salut Angelo, je salue le plateau et puis les auditrices et les auditeurs de cette émission. Merci d'être là. Franck Lunyama, le Barça sacré, vous l'aviez vu également comme ça? Oui, c'est juste une logique puisque cette saison, le Barça n'avait presque pas d'adversaire. Il n'y a que le Real, l'Atlético Madrid qui a essayé de pouvoir tenir tête au Blaugrana, mais rien du tout n'a été fait à la fin de la saison. Vous savez que le Real a réalisé l'une de ses pires saisons. Oui, tout à fait. On va en parler cette tout à fois-ci. l'heure. Donc je pense que c'est un sacre logique. Il n'y avait presque pas d'adversaire. Et voilà, donc c'est fait, quoi. Ezekiel, j'ai envie de lâcher le mot. Vous pensez que ça a été trop facile pour le Barça? Championnat faible, selon vous? Non, parce que à un moment donné, l'Atlético était à hauteur du Barça, mais je pense que c'est peut-être un souci au niveau de la profondeur de banc de ces clubs-là, en évoluant en même temps en Ligue des Champions et en Liga. Même les coupes nationales également. Voilà, il y a également la coupe qui est là, mais faut pas oublier, la concurrence y était, puisque même si le Barça à un moment donné s'est détaché, il y avait les autres clubs derrière. Oui, c'est pas comme la Juve par exemple qui a marché sur tout le monde en Italie, oui. Mais à un moment donné, on a vu des gros clubs se faire surprendre. On a vu le Barça se faire battre par les Vantés, je crois. Voilà, des petites équipes. Voilà, donc je pense que oui, c'est pas un championnat faible, mais à un moment donné, c'est le niveau du Barça qui était un peu au-dessus des autres. Et puis, je pense bien qu'il y avait plus de motivation au niveau du Barça par rapport au Real, par exemple, qui après avoir aligné trois Champions League de suite, ouais. s'est vu trop beau, trop grand. On va en parler tout à l'heure, notamment. Alors, Roméo Yetor, du côté du Barça, ouais. À l'heure où nous parlons après 38 journées, selon vous, quelles ont été les forces de cette équipe? Les forces du Barça, tout d'abord, c'est deux attaquants, Léo Messi et puis Luis Suarez.
Lionel Messi qui a fini donc la saison avec 36 réalisations et 20 pour Luis Suarez. Je pense que ce sont les deux forces majeures du Barça maintenant. Quand on prend l'équipe, on verra également que dans les buts, on a eu un Ter Stegen assez solide, assez décisif dans des rencontres difficiles du FC Barcelone. Piqué, même si l'âge est passé par là, Piqué est resté un homme incontournable dans la défense du Football Club Barcelone. Sans oublier donc à la base sur le côté, Rakitic en milieu de Alba. Oui, Alba, c'est du côté du Bayern. Il n'y a qu'un seul petit A de toute façon. Allez-y, Roméo. Et puis Busquets également a contribué à ce sacre du Football Club Barcelone. Sans oublier Coutinho, même si il n'a pas été une grande satisfaction pour le Barça. Et pour vous personnellement? Pour moi personnellement, oui, Coutinho, c'est pourquoi il est arrivé au Barça. Il n'a pas rempli totalement sa tâche. Vous pouvez expliquer sa méforme? Oui, par moment, on sait que Dembélé également avait une concurrence farouche par rapport à Coutinho. Même si Dembélé a eu pas mal de blessures cette saison, donc Coutinho n'a pas su profiter de ces laps de temps qu'il a eu à s'exprimer sur l'aire de jeu. Mais dans des matchs aussi compliqués, on a vu Coutinho sortir le grand jeu et puis permettre au Barça de gagner certains matchs. Mais quand on prend sa saison globalement, ce n'est pas Coutinho qu'on a connu ailleurs. Alors, Fifi, Roméo parlait tout à l'heure des forces de cette équipe catalane. Fifi, on prend le flop, l'un des flops, c'est Philippe Coutinho. Vous avez coûté 160 millions d'euros par vous, Fifi. Je parle de Coutinho. Bien sûr. Et vous faites une telle saison. Pour vous, qu'est-ce qui explique le fait qu'il ne s'est pas retrouvé? Peut-être l'adaptation, il n'a pas su rapidement s'adapter, peut-être à l'ambiance, à l'atmosphère même de cette équipe, oui. Et puis au schéma peut-être tactique de l'équipe. Parce que nous connaissons tous les qualités de ce joueur-là. Quand il était du côté de Liverpool, oui. C'était l'un des hommes forts de cette équipe. On a vu sa saison avant d'arriver. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'il soit véritablement présent dans cette équipe du Barça. Donc si c'est pour parler de sa qualité, il n'y a rien à redire. C'est un joueur de grand talent. Maintenant, il n'a pas su s'imposer dans cette équipe parce qu'entre-temps, il y a eu aussi un certain Dembélé qui était là la concurrence et qui faisait de très belles choses. Mais on a remarqué que Dembélé s'est beaucoup blessé au cours de la saison, mais Coutinho n'a pas su en profiter également. En principe, Coutinho ne devait pas être un rival parce qu'en arrivant je voulais parler de Dembélé, ne devait pas être un rival à Coutinho d'emblée parce qu'en arrivant, Coutinho était là quand on coûte 160 millions d'euros. La recrue la plus chère du club. C'est pour être titulaire et pour apporter. Et ça montre clairement qu'il n'a pas su véritablement s'intégrer à cette équipe, s'adapter au schéma tactique et ça lui a coûté. Maintenant, est-ce que il sera là encore la saison prochaine? Est-ce qu'il va repartir ou est-ce qu'il aura la confiance? On va lui donner peut-être pour voir s'il va pouvoir maintenant s'adapter à une seconde saison. Roméo, qu'est-ce qui se dit là-bas? Coutinho va partir sûrement? Pour l'instant, c'est du calme. On ne parle pas trop des départs. Pour les arrivées aussi, on ne fait pas trop grand bruit parce qu'il y a une finale à jouer. Donc, on est concentré sur le match de demain. Ezekiel voulait ajouter quelque chose par rapport à Coutinho, c'est ça? Le cas Coutinho, c'est un flop parce que tout le monde l'attendait et quand il est arrivé, il avait le costume de favori, je veux bien dire, puisque en début de saison, c'est lui qui était l'homme fort ou le titulaire à son poste. Oui. Et il avait même bien démarré avec le Barça, je pense, en début de saison. Il avait enchaîné quelques buts, mais dès qu'on a mis la concurrence s'est mise en place. Je pense que mentalement, il n'a pas tenu le coup parce que il y a des joueurs qui sont comme ça. Hein, quand ils ont toute la confiance, ils sont très à l'aise, mais dès que la concurrence est là, le doute s'installe. Mais c'est malheureusement pour lui, quand cette concurrence est arrivée, Dembélé a flambé et donc il a passé un peu de temps sur le banc, ce qui a peut-être semé le doute. Et derrière, il s'est jamais remis, puisque même lorsque Dembélé était blessé, il avait l'occasion de prouver tout ce qu'on attendait de lui. Malheureusement, il n'a pas su le faire et c'est véritablement un flop parce que quand on prend le Coutinho qu'on avait à Liverpool comparé au Coutinho du FC Barcelone, c'est deux tableaux complètement différents et je ne pense
pas qu'il va rester, puisque déjà au niveau des socios, on veut, on réclame peut-être sa tête. Donc, cette Ligue des Champions qui n'a pas été gagnée d'aucun, surtout que dans ce match face à Liverpool, au match retour, il a été transparent. Philippe Coutinho, voilà qui est dit. Oui, je suis d'accord avec Ezekiel. Il fait partie de ces joueurs-là qui ont des difficultés à s'imposer lorsqu'il y a un transfert qui suit ce chemin, Angleterre-Espagne. Souvent, il constitue, je prends juste le cas de Reyes, qui a quitté Arsenal pour le Real, non, pas pour le Real, oui, justement. Alors que c'est un joueur plein de talent, on le donnait même comme successeur de Torres. Oui, un peu, mais il a disparu des écrans radars. Donc voilà, Coutinho en fait partie. Et il n'a pas su s'imposer parce que peut-être l'attente était trop lourde pour lui. Il a coûté 160 millions, il n'a pas su répondre. Et comme on l'a dit, c'est pas sûr qu'il l'argent est resté sur son compte. Oui, mais bon, ça n'a rien à faire. Donc, ça va être très difficile. On se rend compte que l'argent pèse. Ça va être très difficile pour lui de continuer avec le Football Club Barcelone parce que ça murmure déjà. Exactement. Donc, voilà, il n'y a que Cristiano, il n'y a que Suarez et d'autres qui ont su s'imposer et réussissent leur carrière. Dans le parcours d'un champion en Espagne, il faut toujours citer les Clásicos en aller-retour. Cette saison, le Barça a écrasé le Real en aller-retour. Oui, voilà, sans certains hommes. On peut parler de Classico encore. Cette saison, il n'y a même pas eu de Classico. Il n'y a pas eu de Classico, d'accord, si vous voulez. Même s'il y a eu un match nul. Il y a eu 5 buts à 1 après 1-0. En championnat, bien sûr. En championnat. En coupe, il y a eu un match nul. En coupe également, il y a eu un match nul. Bon, voilà. Mais bon, voilà. 3-0 match retour. Voilà. Donc voilà, cette saison semble être tranquille pour le Football Club Barcelone qui a totalisé 87 points, 76 pour Atlético Madrid, le deuxième, voilà, donc l'écart est très grand. Le Real Madrid au troisième avec 108 points, Valence 61 points et 4e. Alors les 4 équipes là sont qualifiées d'emblée pour la Ligue des Champions. Voilà. Au niveau de l'Europa League, nous avons le Football Club Séville qui a terminé la saison à la 5e place. Étape de Dieng Dacona, mais 6e, donc qualifié également pour l'Europa League. Va passer par le deuxième tour préliminaire, Espagnol, Barcelone. Quand on prend donc les relégués, nous avons Gérone, Huesca et Vallecano. Gérone et Huesca, bon. C'est l'ascenseur. Quoi. Ça se comprend. Aller-retour. Fifi, on va parler de l'Atlético Madrid qui a été seconde du côté de cette Liga espagnole. Cette équipe, vous l'avez senti oui, depuis quelques années. Oui, depuis quelques années maintenant, il faut reconnaître que l'Atlético Madrid essaie de déranger un peu les deux grandes d'Espagne, à savoir le Real et puis le Barça. Et cette saison, l'Atlético a profité de la méforme du Real, la grande méforme du Real pour se positionner deuxième. Sinon, la place connue à l'Atlético, ça a été depuis quelques saisons maintenant la troisième place. Même si ils ont été champions en 2014. Oui, bon, mais d'habitude. C'est ça. Et tout à l'heure, Ezekiel disait qu'à un moment donné, Atlético a bien, c'est vrai, mais pour moi, Atlético n'a jamais été un danger pour le Barça. Et même si je voulais ajouter aussi en disant que le Barça, cette saison, c'est parce que le Real n'était véritablement pas en forme que le Barça a étalé. On a vu un très grand Barça. Si le Real était véritablement en forme, il y aurait eu concurrence parce que dans certains matchs, le Barça aussi n'a pas été solide sur toute la ligne. Où le Barça, par moment, a encaissé même des buts face à certains clubs-là. Le Barça a quand même beaucoup encaissé cette... Combien de défaites déjà? Voilà, 3 défaites pour le Football Club Barcelone. Et combien de buts encaissés? Ça fait donc 36. Voilà, donc... Le Barça avait enchaîné 4 matchs sans victoire. Exactement. Et c'est là où l'Atlético était même passé devant le FC Barcelone au classement à un moment donné. Oui. Mais c'est pour dire aussi que le Barça aussi a encaissé beaucoup de buts. Même si le Barça gagnait des matchs, on se rendait compte que le Barça encaissait quand même des buts. Tout à fait. Et il faut revoir, c'est peut-être l'un des points faibles de cette équipe cette saison. Il faut revoir aussi de ce côté-là. C'est important. On va parler du Real Madrid. Ah oui, le grand Real Madrid avec le retour de Zinedine Zidane. On se rend compte que son retour n'a pas été bénéfique pour le groupe. Ça n'a pas fait trop de bien, justement, à cette équipe déjà décimée en début de saison.
par le changement d'entraîneur et autres. Je crois que Zinedine Zidane, ce pourquoi il est venu, c'est la saison prochaine. Parce que les Madrilènes savent déjà que cette saison, c'est parti. Ils ne peuvent plus rien faire. Maintenant, ils vont beaucoup se concentrer sur la saison prochaine. Donc, cette mauvaise saison du Real, voilà, c'est prévisible. Et on ne peut que attendre la saison qui arrive. Et ce qui est curieux, Franck Luyama, dans cette équipe, il y a le Ballon d'Or qui a passé peut-être toute sa saison à dormir, on ne sait jamais. Et il y a également Gareth Bale, tous les autres, les mêmes qui étaient là pratiquement lors du sacre avec Zinedine Zidane. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché du côté madrilène? C'est une fin de cycle, parce que cette équipe a tout gagné. Ils ont fait une performance historique en réalisant le triplé au niveau de la Ligue européenne des champions. Ça devrait arriver, parce qu'il ne peut pas être toujours sur les nuages en train de tout gagner, de tout ravager. Donc il faut qu'un jour qu'il descende. Donc je crois que c'est le moment. Maintenant, ça va être très difficile au Real de pouvoir réaliser une saison, on va dire, intéressante, parce que regardez, lorsque vous prenez Lopetegui qui a été chassé parce que les dirigeants n'étaient pas d'accord avec lui, derrière Santiago, l'équipe était à ce moment-là un tout petit peu décimé. Zidane arrive, ce moment, il pouvait rien faire parce que c'était déjà acquis que le Real ne va pas se relever forcément. Ils cherchaient juste à sauver leur place pour la Ligue européenne des champions et le reste va se voir la saison prochaine. On a annoncé plus de 500 millions d'euros sur la table pour faire venir d'autres joueurs. La question, c'est que ça murmure déjà parce qu'il semble qu'il y a du rififi un petit peu de l'eau dans le gaz. Voilà, entre Zinedine Zidane et Florentino Pérez. Et il est arrivé à dire, si je ne décide pas, je partirai. Donc attention, ça peut être quand même... Ce n'est pas une déclaration quand même, on peut dire fantaisiste. Non, fantaisiste, il a dit, au moment de faire la conférence de presse, lorsqu'il a été de retour, il a dit... Maintenant, je veux plus de pouvoir. Si je ne peux pas décider, ça ne sert à rien de venir ici. Voilà. Donc, s'il sent quelque chose dans ce sens, il partirait, mais... à ce moment-là, ce sera un échec pour lui. Vous voulez dire quelque chose par rapport au Real? Justement, vous êtes en chemise blanche. Hein. C'est tout simplement l'une des pires saisons du Real Madrid. 12 défaites sur toute la saison. C'est énorme. C'est énorme pour... Depuis quoi? 98? Oui, depuis la saison 98-99. Ah, voilà. Le Real n'a plus 12 défaites en championnat. Ah, voilà. Donc... et on se disait peut-être qu'avec l'arrivée de Zidane, ça allait corriger les choses, mais ça n'avait rien corrigé. Zidane a fait 5 victoires, 4 défaites et 2 nuls. Voilà, c'est... Bon. Ezekiel, c'est peut-être quoi, un quart de championnat. C'était Jackie et puis... Voilà. Justement, c'est pour la fin de la saison, d'accord. Mais Zidane avec pratiquement le même effectif avec lequel il a gagné la Ligue des Champions, sauf Cristiano Ronaldo qui est parti. Ça veut dire que sur cette performance de Zidane. C'est juste pour dire que peut-être il y avait que Cristiano qui faisait la différence. L'arbre qui cachait la forêt. Oui, parce que quand Zidane est revenu, tout le monde était là, sauf Cristiano. Mais avec ce même effectif, il n'a pas pu faire... Peut-être tous fatigués, Ezekiel. Oui, il y avait la fatigue et puis je pense est-ce qu'il y avait encore cette envie-là qu'on a gagné quelque chose. Parce que psychologiquement atteint. Voilà, justement, psychologiquement, ils n'étaient plus là. Ils savaient qu'ils ne gagneraient pas le championnat. Maintenant, on doit penser à la nouvelle saison. Moi, je pense que c'est pour ça réellement que Zidane est revenu. C'était pas pour cette fin de saison parce qu'on savait que c'était acté maintenant. Maintenant, c'est penser à la nouvelle saison. C'est là maintenant on va commencer véritablement à juger, à évaluer Zinedine Zidane, surtout avec l'absence de Cristiano Ronaldo, et pour voir ce qu'il va pouvoir faire pour la nouvelle saison, les recrutements et tout. Et c'est à ce niveau-là. Un complément d'éléments. Je pense que Zidane aussi a pourri son vestiaire. Ah bon? À son arrivée, il a tout simplement dit à certains joueurs qui ne comptent plus sur eux. Comme Gareth Bale, par exemple. Or, c'était cette solidarité au niveau du vestiaire qui a permis à Zinedine Zidane d'enchaîner 3 Ligues des Champions. C'est ça. Même si à la fin de la saison, vous comptez vous débarrasser, vous séparer de certains joueurs, il y a une manière de le faire. Il ne faut pas le dire ouvertement. Je pense que ce bras de fer avec certains joueurs a contribué également à cette mauvaise, surtout fin de saison du Real. Nous allons rapidement, 30 secondes, et nous parlons de Jane Dacona. Je pense que Zidane a peut-être osé le faire parce qu'il n'avait plus grand-chose à faire. C'était même sûr que le Real allait terminer 3e au pire des cas. Donc, il n'avait pas d'objectif grand-chose à faire. Alors que quand il est arrivé, il était attendu par tout le monde. Il devrait gagner peut-être le championnat, la Ligue des Champions.
pour ce cas, le Real était même déjà éliminé de la Ligue des Champions. Donc, il vient terminer sa saison comme il le sentait et puis reconstruire le Real pour la saison prochaine. Donc, il s'est permis de mettre le feu un peu au vestiaire en attendant la saison prochaine. De tout détruire et de reconstruire. Déjà, quand il était là... Vous rapprochez beaucoup plus du micro, s'il vous plaît. Déjà, quand il était là, et Gareth, c'est vrai, il l'avait peut-être pas dit avant, mais Gareth Bale n'était pas aussi son chouchou. Hein, il n'était pas... Je crois quand mais il l'a sauvé dans plusieurs moments. Oui, mais souvent, il n'était pas dans ses favoris. N'est-ce pas de l'ingratitude envers le joueur? Non, moi je ne pense pas que ça soit de l'ingratitude. Maintenant, le fait de le dire comme ça aux joueurs que je ne compte pas sur toi, là je peux remettre ça en cause. Mais maintenant, quand un joueur il va dire quoi? Non, de façon diplomatique. Voilà, de façon diplomatique. Maintenant, le fait de ne plus compter sur Gareth Bale. Ce n'est pas de l'ingratitude. D'accord. Un entraîneur, quand il arrive, il fait son équipe en fonction des qualités. Oui, quand il pense que Gareth Bale n'est plus au niveau pour pouvoir lui apporter cela, il est en droit quand même de ne plus compter sur lui. Et je pense que quand il est arrivé, il pensait déjà à la saison prochaine en alignant Brahim Diaz et Federico Valverde, ces jeunes-là qui en temps normal ne devraient pas jouer. Mais il leur a accordé du temps de jeu pensant tout de suite à la saison prochaine. Et aussi, il y a le problème de son fils. Hein. Voilà. Ça aussi, on va en parler de toutes les façons. Saison à oublier du côté de la Casablanca. Nous parlons de Djenda Konam et de Retafe. Belle performance de l'international togolais. Oui, belle performance justement de Retafe qui avait fini 8e la saison dernière. Et cette saison, l'équipe est en Ligue Europa. Je pense que c'est un énorme progrès pour le club et aussi pour Djenda Konam, puisque Djenda Konam figure dans le 11 type de la Liga cette année. 11 type établi par l'UEFA. Ça veut dire on a envie de l'applaudir parce que franchement, ça n'arrive pas tous les jours. Il est dans la défense avec Piqué. C'est le meilleur récupérateur. Ah oui, j'aime ça. Le meilleur récupérateur. Je suis un peu étonné que 74 interceptions. De la saison. Je suis étonné que Djenda Konam, par exemple, au niveau de la CAF, on va me parler de la saison dernière, mais déjà la saison dernière, Djenda Konam devait se retrouver dans l'équipe type... qui sont ceux-là qui sont du côté de la CAF on avait pris Bailly en défense centrale. Je ne sais pas avec qui, mais moi je pense franchement que à la place de Bailly, moi je mettrais Djenda Konam. Il a été régulier. Justement, je comprends Fifi Assobavi. Je pense que c'est cette saison que ceux qui entourent les joueurs ont compris qu'il faut une bonne communication. Parce qu'au plan communicationnel, Djen était absent. Il n'y avait rien. Voilà. Ça, c'est vrai. Comme tous les joueurs togolais d'ailleurs. Alors, on a en studio Joël Aïd, notre invité. Salut Joël, comment vous allez? Oui, bien, bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau. Alors, vous suivez souvent également cette Liga, notamment Retafe de Djenda Konam. Que dites-vous par rapport à la performance du joueur? Non, exceptionnel. Il fait partie des rares joueurs africains qui ont marqué l'histoire de la Liga. En plus, il est un défenseur. Franchement, c'est un monsieur qu'il faut vraiment encourager et il fait vraiment la fierté de l'Afrique de l'Ouest dans toute la Liga. Oui, en particulier du Togo. Surtout que je suivais un truc la semaine dernière sur les réseaux, sur un site plutôt, on dit grâce à Djenda Konam, et Retafe s'appelle maintenant Eurogeta. Voilà, c'est ça. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est un jeu de mots. C'est un monsieur qui a marqué vraiment. Eurogeta, juste à cause de Djenda Konam. Vraiment, c'est magnifique. Et ça fait vraiment l'honneur du pays, du Togo, sur le plan footballistique en Europe. Alors, Ezekiel, Retafe en Ligue Europa, un escalier de plus, hein? Oui, un escalier de plus. Je pense qu'en début de saison, l'équipe ou les objectifs de Retafe, c'était pas de jouer la Ligue des Champions ou même la Ligue Europa. Je pense pas. Peut-être c'est faire mieux, peut-être finir 5e, 7e ou je ne sais pas. Le maintien. Oui, le maintien, jouer le maintien. Le maintien, voilà. Rester en Liga. Maintenant, le Retafe est même passé à côté, juste un peu à côté de la Ligue des Champions. Donc je pense que c'est une saison magnifique pour ce club, surtout en voyant le budget de cette équipe. Rares sont ces équipes qui se qualifient pour la Ligue Europa avec ce budget-là. C'est pas donné. Il y a les grands sont là, parce que derrière les mastodontes, il y a quand même le FC Séville, il y a Villarreal, il y a le Betis, même l'Athletic Bilbao et tous les autres. Donc Retafe a réussi à coiffer tous ces clubs-là pour être en Ligue Europa. Je pense qu'il faut
tirer chapeau et saluer tout bas tous ces joueurs qui ont fait une saison extraordinaire, surtout Jen Dakonam, qui s'est montré un grand patron de cette défense. Naturellement, en taille au patron, mais au même moment convoité par plusieurs clubs. Hein. Oui, lorsque vous êtes défenseur et que vous vous comportez de la sorte, je crois que vous tapez dans les yeux des plus grands clubs, notamment en Europe, en Angleterre aussi. Voilà, surtout pas en Chine. Non. Surtout pas en Chine. Il est encore jeune. Mais bon. Il est encore jeune. Donc, vraiment, c'est un joueur qui fait la fierté du foot togolais aujourd'hui. Oui. Et voilà, donc je pense qu'il est bien parti pour devenir bientôt capitaine des éperviers. Et il progresse, hein, il progresse. Dans sa façon de se positionner, Vraiment. les relances, tout est pratiquement propre. Donc, il a été, je crois, 34 fois titulaire. Oui, cette saison, c'est énorme. Donc ça veut dire que son entraîneur lui fait confiance, ses coéquipiers lui font confiance. C'est un joueur qui est, on va dire, sur une certaine dynamique, sur une progression constante. Donc je pense que Dieng aujourd'hui fait partie des meilleurs défenseurs africains, il faut le dire. Ça, c'est clair. Et je pense que ce qui fait mal, c'est que un tel talent ne pourra pas, on va dire, se bonifier à la prochaine CAN à cause de Claude Leroy. Donc, ça fait mal. Ça fait mal parce que là, franchement, vous soulignez quelque chose d'importantissime. Un tel joueur ne pas disputer la CAN, ce serait en 2021. C'est un gros vide. C'est un gros vide, même toute l'équipe du Togo. Moi, aujourd'hui, quand je prends ces joueurs-là, c'est la meilleure équipe. On a une très bonne équipe Absolument. pour disputer la CAN. Quand on voit aujourd'hui ce que là-bas fait, exactement. Les Romao, leur saison, tout ce monde-là, Dosevi Mathieu, on devait être à la CAN. Maintenant, il faut situer les responsabilités. Vraiment. Et Joël, vous voulez dire ajouter quelque chose avant de passer à autre chose? Parlant de Dieng Dakonam, je voulais juste ajouter que il a un surnom aujourd'hui. Je suivais sur Canal une émission tout dernièrement, on le nommait le Van Dijk de l'Afrique. Oui, non, de l'Afrique. Hein. De l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui même, je pense, quand il faisait les classements, il est même passé devant Koulibaly en termes de meilleur défenseur africain. Oui, Koulibaly justement. Comment l'appelle-t-on? Dieng Dakonam, c'est un exemple. Et franchement, tel que tout le monde l'a dit, c'est vraiment triste qu'on ne verra pas ce talent à la CAN. Tout simplement à cause d'un vieux. Non. l'épée de Gand, il est surnommé général. On va pas revenir là-dessus. On va parler d'autre chose justement parce que nous sommes toujours en Liga espagnole. Roméo Yetor, avons-nous quelques chiffres avant de vous laisser parler d'autre chose? Jack, parlant des chiffres, je le disais, la meilleure attaque c'est Barça avec 90 buts marqués, 36 pour Léo Messi. Mauvaise attaque, Valladolid, 32 buts marqués. Meilleure défense, Atlético Madrid, 29 buts encaissés. Mauvaise défense, Vallecano, 70 buts encaissés. But total marqué, 983, soit 25,8 buts par journée. Meilleur buteur, Léo Messi, bien sûr, 36 buts en 34 matchs. Deuxième, Suarez, 21 buts en 33. 21 également pour Karim Benzema en 36 rencontres. Au niveau de l'équipe Fair Play, c'est Valladolid avec 91 cartons jaunes écopés et 0 carton rouge. Wow. Athletic Bilbao, 120 cartons jaunes. Total de cartons jaunes, 1966 cartons jaunes, soit 51, poussière carton jaune par journée. Carton rouge au total, 79 rouges. Le Rayo Vallecano, lui seul a écopé de 8 cartons rouges. Voilà donc quelques chiffres pour cette saison 2018-2019 de la Liga espagnole. Je parlais de l'équipe type. Il y a Léo Messi, Iago Aspas du Celta Vigo. Il a marqué 20 buts. Au milieu, nous avons Pargo de Valence, Rakitic du Barça, Canales de Betis Séville, Pablo Sorabia de Séville. Au niveau de la défense, Jesus Navas du FC Séville, Dieng Dakonam de Getafe, Piqué du Barça, Jordi Alba, la mobilette du Barça, et puis le gardien c'est Jan Oblak de l'Atlético Madrid. Gracias, Seigneur Yetor. Une autre pour ce championnat, Fifi, dans sa globalité? 7,5. Intensité, qualité, etc. 7,5. Franck Nounyama. Oui, 7,5. Voilà, Ezekiel. Oui, 7,5. 7,5, ça passe. Vous voulez vous mouiller là-dessus, Joël? Non, je donnerai 8. 8, c'est un peu mieux. Ouais, 7. 7, voilà. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Roméo Yetor, pour toutes ces informations concernant la Liga. Le frein, direction...
la testa Milinkovic. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. La dernière journée du côté du Calcio, cette fin de semaine. Ah oui, et puis le suspense, il est également entier entre 4 équipes qui se tiennent à 3 points, Ezekiel. Oui, 4 équipes qui se tiennent à 3 points. Il y a l'Atalanta Bergame, l'Inter Milan, le Milan aussi. Et sans oublier la Roma qui peut encore espérer, D'accord. même si la Roma n'a pas beaucoup de chance, qui peut encore espérer jouer la Ligue des Champions. Donc ça va être très serré. Oui. Et cette 38e journée démarre demain samedi. 38e et dernière journée. Et dernière journée. Merci. Ou ultime journée si vous Si voulez. vous voulez. Ça démarre demain samedi avec 2 rencontres. Oui. Frosinone qui reçoit Chievo, les deux déjà relégués. Donc oui, bon. c'est un match sans enjeu. Voilà, pour l'honneur, ils vont jouer. Et Bologne reçoit le Napoli. Le Napoli déjà assuré de jouer la Ligue des Champions face à Bologne qui ne joue pas grand-chose également. Donc les 2 matchs de samedi sont sans enjeu. Maintenant, le dimanche, on aura les gros matchs de cette 38e journée. Le Torino reçoit la Lazio. La Sampdoria de Gênes sera à domicile face à la Juventus. Et la Roma qui sera face à Parme. Ce match qui permettra peut-être à la Roma de jouer la Ligue des Champions en s'imposant et en espérant un faux pas des autres. Parme déjà maintenu en Série A italienne. Oui. Et donc le match qui oppose l'Inter Milan à Empoli. Empoli qui joue sa saison, sa survie face à l'Inter Milan. Et l'Inter Milan qui a obligation de gagner pour espérer ou pour jouer la Champions League. Donc c'est un match à véritable enjeu, un match déséquilibré, un match des extrêmes. On dira tout simplement la Ligue des Champions pour l'un et puis le maintien pour l'autre. Et on aura un autre match entre Spal Ferrara et le Milan AC. Spal qui est déjà maintenu en Série A italienne, qui sera face au Milan, qui en cas de victoire peut espérer un faux pas ou même un match nul de l'Inter Milan ou encore de l'Atalanta Bergame pour jouer la Ligue européenne des champions. Et parlant justement de l'Atalanta Bergame, l'Atalanta reçoit Sassuolo. Sassuolo qui aussi s'est maintenu. Qui s'est maintenu, mais c'est un gros coupeur de tête. Ah oui, Sassuolo qui arrive à tenir la comparaison face au grand. Le Napoli en sait quelque chose, le Milan en sait quelque chose. Et la dernière fois, la Roma qui a concédé le nul. Donc comprenez que ce sera une journée compliquée pour ces 3, à savoir l'Inter, le Milan, la Roma et puis l'Atalanta Bergame. Il faut reconnaître que dans ce duel à suspense où voilà, il n'y aura pas forcément les 2 clubs de Milan. Pas forcément. Oui, ça peut arriver. Il y aura au pire des cas un club au pire des cas. Un club de Milan. Encore mieux les 2. Oui, encore mieux les 2, c'est possible. Voilà. Les 2 pourront y être, mais au pire des cas, l'un des 2 jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. En tout cas, on suivra de très près cette ultime journée à suspense du côté de la Serie A italienne. On va également s'intéresser à cette information. Pep Guardiola du côté de la Juve. Vous avez lu ces articles? Oui, j'ai lu l'article, l'annonce du côté de la Juve. Mais je ne pense pas trop. Vous ne donnez pas assez de crédit? Non, je ne le pense pas. Si avec les joueurs qu'on a au niveau de la Juve actuellement, surtout avec un certain Cristiano Ronaldo, qui n'avait pas trop souvent le sourire avec Mourinho au Real Madrid, je ne pense pas que Cristiano ouvrirait la porte à l'arrivée de Mourinho. De Pep Guardiola. De Pep Guardiola. Parce que déjà, pourquoi Pep Guardiola au niveau de City a encore beaucoup de choses. Il a la latitude. Peut-être qu'il est au courant que City pourrait être suspendu pour la Ligue des Champions. Dans ce cas-là, il pourrait partir. Roméo? Je pense que c'est de la communication tout simplement. D'accord. Cristiano Ronaldo, son envie, c'est de voir José Mourinho sur le banc de la vieille dame, mais ce qui est impossible par rapport au rapport entre le club et le technicien portugais. Maintenant, Manchester City, laisser partir Pep Guardiola, ça va être compliqué. Même, je pense que le directeur sportif du club avait fait une sortie récemment pour dire que non,
Pep Guardiola reste toujours avec les Sky Blues. Donc, je pense que c'est pour animer un peu la toile puisque nous sommes en fin de saison. Ah donc, oui. voilà. Mais si le fair play financier... Mais je pense que cette histoire de fair play financier, beaucoup de clubs ont été dans le collimateur. Même le Paris Saint-Germain. Mais au final, on voit que il n'y a rien du tout. City, c'est pour la deuxième année de suite ou la troisième. Ils ont été déjà sanctionnés en 2014. Voilà, donc, ça va être un peu compliqué, mais en football, tout va très vite. N'est-ce pas? Tout va très vite. Maintenant, on sait que le technicien espagnol se porte bien à la tête des Sky Blues. Il a même prolongé, Franck. Il est nullement gêné. Il est l'un des entraîneurs les mieux payés au monde, sinon le mieux payé. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de problème. Il a fait, on va dire, une performance historique en gagnant la Première Ligue, la FA Cup et puis la Coupe de la Ligue. Donc, c'est la première fois qu'un club réalise une telle performance. Donc, je ne pense pas que sur ce côté, on va lui demander d'aller voir ailleurs. Plutôt, vous l'avez dit, il a été consolidé dans son contrat. Oui. Donc, aujourd'hui, les Citizens n'auront pas raison en laissant partir, on va dire, un tel entraîneur. Vous voulez ajouter quelque chose avant de passer à la pour cette saison, France? on sait que Pep a encore envie de faire venir d'autres joueurs, surtout notamment au niveau de la défense, puisqu'il y a le départ de Kompany. Et voilà, maintenant avec le fair play financier, est-ce que City pourrait encore débourser ou dépenser autant d'argent sur le marché des transferts? La grosse, le gros point d'interrogation, ce qui pourrait peut-être un peu aller à l'encontre des plans de Guardiola. Ils vont beaucoup vendre, tu sais faire. Ah oui, c'est la solution. Grazie mille, Seigneur Ezekiel. Cette fois-ci, nous allons du côté de l'Hexagone. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et qui quittera la Ligue 1 cette fin de saison entre Monaco, Amiens, Caen et Dijon? Ah oui, là aussi, il y a également du suspense, Fifia Sogbavi. Oui, pour Monaco, c'est quasiment le maintien quasiment assuré parce que Monaco a 3 points de plus que le barragiste avec un goal average conséquent. Donc je ne crois pas que Monaco soit encore menacé. Donc Monaco maintenu. Ça va se jouer maintenant entre... on va ajouter quasiment ça va se jouer, je pense, entre Amiens, Caen et puis Dijon. Parce que entre Amiens et Dijon, il y a 4 points d'écart et Amiens doit assurer au moins match nul ce week-end. Amiens qui doit jouer, attends que je vérifie. Amiens qui joue Guingamp. Oui, exactement. Guingamp déjà relégué. À domicile en plus. Amiens avec un match nul va pouvoir également assurer son maintien. Maintenant, il y a véritablement danger pour Caen. Caen qui a 33 points, Dijon 2 points de plus que Dijon qui en a 31. Et Caen qui joue qui reçoit Bordeaux. Ça peut être aussi presque maintenu, mais ça peut être aussi compliqué pour Caen. Une victoire, Caen qui doit assurer à domicile une victoire pour pouvoir se maintenir. Mais il y a véritablement danger du côté de Dijon. Oui. Parce que Dijon est là actuellement. Dijon est relégué. Si on reste là, Dijon est relégué et Dijon reçoit Toulouse à domicile également. Il va falloir gagner, mais également regarder du côté de Caen. Ça complique un peu les choses pour Dijon. Alors, Roméo, souvent dans ce genre de circonstances, on se rend compte qu'on fait beaucoup plus de calculs. Certes, on peut gagner à domicile, mais on attend de l'autre côté ce qui va se passer. Ouais, c'est le moment où je pense que ça fait mal parce que certaines équipes sont reléguées par rapport à cette situation. C'est ce qui, je me dis tout simplement qu'en début de saison, il faut faire très attention, il faut faire de petits calculs, avoir beaucoup de points avant la seconde période, puisque dans la seconde période, ça va vite
et les équipes qui ne sont pas... Vous voulez pas de la seconde phase, de la seconde phase, oui, justement, des championnats. Oui. Ça va vite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une situation très délicate pour ces clubs-là qui doivent battre dur pour sauver leur saison. Maintenant, le pire, c'est d'avoir au moins la place des barragistes, jouer encore 2 matchs pour espérer sauver sa saison. Comme le fait, je sais pas, l'équipe de Lens en ce moment, qui joue les barrages du côté de la Ligue 2 et qui va peut-être rencontrer la formation de 3 dans les prochains jours. Alors Franck, ces équipes Amiens, Dijon, Caen, vous voyez, c'est un exercice difficile, mais vous voyez qui franchir cette étape de maintien? Mais sur ces matchs-là, vraiment, ça se joue à peu de choses. C'est compliqué, hein? C'est très, très compliqué. C'est ce qu'on appelle n'avoir pas son destin entre les mains. Voilà, donc aujourd'hui, ils sont condamnés à gagner, mais gagner ne suffit même pas. Il faut pouvoir regarder de l'autre côté. C'est ce qui complique un peu les choses au niveau mental, au niveau psychologique, parce que vous êtes proche de la Ligue 2, vous êtes proche de la descente. C'est pas facile à gérer. Lorsque j'écoute un peu Roland Courbis qui dit, oui, nous allons tenter quelque chose, mais par rapport à tout ce qui entoure ce match, par rapport aux autres adversaires, il n'est sûr de rien, même s'il sait qu'en football, tout peut aller très vite. Donc, je pense que Roland Courbis, Camboiré et tous les autres sont vraiment, vraiment dans une situation compliquée. Mais bon, que le football gagne. Vivement. Ézéchiel, oui, Fifi, avant non, moi, je me dis souvent dans ces cas-là, le classement ne change pas. Ah, d'accord. Guingamp est relégué. Ça fait un moment qu'on pensait véritablement. Donc, pour moi, Dijon aussi va partir. Et Caen sera barragiste. Voilà. Caen ou Amiens sera barragiste. D'accord. En tout cas, c'est mon point de vue, mais on verra bien. Oui, de toutes les façons. Le soir du dimanche. Exactement. Et puis, il faut rappeler que tous les matchs se jouent à la même heure. Hein. Oui. C'est ça? Oui, c'est la dernière journée. Tous les matchs ce vendredi. Ce soir même. On en parlera lundi dans Plateau Foot Europe. Peut-être donner rapidement avant Ézéchiel. Allez-y, avant. On va retrouver Ézéchiel. Les autres confrontations, même si on sait que c'est pour tout juste pour assurer la 38e journée. Angers reçoit Saint-Etienne, Caen joue Bordeaux, on l'avait dit. Dijon, Toulouse, Amiens, Guingamp. Et Marseille joue Montpellier. Et Nantes reçoit Strasbourg. Nice affronte AS Monaco. Oui, c'est un match aussi capital. Nîmes, Lyon, Reims, Paris Saint-Germain et puis Rennes, Lille. Ézéchiel, on va s'intéresser à cette nouvelle qui est tombée du côté de la Canebière cette semaine. Rudy Garcia, qui dit au revoir, adieu au club phocéen. Oui, au vu de la saison de l'Olympique de Marseille, c'est prévisible que Rudy Garcia soit remercié ou quitte l'OM. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est pas à Rudy Garcia de mettre le ballon au fond, mais quand ça ne va pas, c'est l'entraîneur qui en paie la facture. Donc je pense que c'est ça, c'est attendu. Maintenant, d'autres entraîneurs sont annoncés, à l'instar de Gabi Heinze, l'ancien de l'Olympique de Marseille. C'est quand même un disciple de Marcelo Bielsa, faut le noter. Donc c'est un entraîneur très rigoureux dans tout ce qu'il fait. Donc peut-être qu'il va apporter plus de rigueur du côté de Marseille. Maintenant, il faut mettre l'enveloppe qu'il faut sur la table pour enrôler les joueurs capables de sauver Marseille ou de sortir Marseille de l'eau, parce que Marseille s'est noyé tout simplement cette saison, on dira. Et maintenant, est-ce que ça dépendra également des objectifs du club. C'est vrai, on a parlé de ce champion project qui à la fin n'a rien donné. Oui, on veut être champion, mais sur le terrain, je pense qu'on n'avait pas les joueurs qu'il faut pour. Donc pour cette saison, il va falloir le faire, surtout que Marseille ne jouera pas la Ligue des Champions. Marseille, même en Ligue Europa... je dis même en Ligue Europa, on ne verra pas l'Olympique de Marseille. Maintenant, quels sont ces joueurs, ces soi-disant grands joueurs qui vont accepter jouer dans un club qui ne jouera aucune coupe européenne? Je pense qu'il va falloir vraiment séduire ces joueurs, mettre l'argent sur la table pour espérer en avoir. Joël Haï, votre avis sur cette équipe de Marseille et puis Rudy Garcia qui s'en va? Oui, c'était prévisible, comme on l'a déjà dit. C'est vraiment triste pour Marseille parce que c'est un club, quand bien même je ne supporte pas beaucoup les clubs français, mais lui particulièrement, c'est un club que j'aime bien parce que
Bon, en 93, ils ont donné la joie à l'Afrique. Oui. Bon, malheureusement, aujourd'hui, voilà l'image que le club présente. C'est triste que Marseille ne jouera aucune compétition européenne cette année. Mais, voilà, tel que Ezekiel vient de le dire, quel joueur sera motivé à venir jouer dans ce club? Mais finir champion de France. Bon, ça ne suffit Face pas. au Paris Saint-Germain. Non, ça ne suffit pas. Tout le monde sait que au moins encore pour 3 ou 4, 5 ans encore, Paris est là encore pour prendre. C'est-à-dire ils ont à cœur de battre ce record de Lyon. Ah bon? Et oui, ils ont tout pour le faire. D'accord. Mais Marseille aujourd'hui, c'est vraiment triste. Et je suis vraiment... Je ne sais pas comment Oui, dire. vous perdez votre latin. Franck Mougnama. Non, lorsque vous arrivez, qu'en 2 ans et demi, vous n'arrivez pas à qualifier un club comme l'Olympique de Marseille à la Ligue européenne des champions, c'est que vous échouez. Vous savez que c'est des... Oui, mais bon, pour... Le Paris Saint-Germain aussi aimerait être en Ligue Europa. Hein. Voilà, mais En finale de Ligue Europa pour le PSG. Vous pensez que c'est pas bon pour vous? Non, pas pour moi. Donc, je pense que c'est lui qui est, on va dire, le coupable. Il a même dit, il a dit, si on devait tenir compte de son caractère, de sa détermination, il devait rester. Mais lorsqu'il écoute sa raison et le bon sens, il devrait partir. Donc 2 ans et demi, Marseille n'a jamais réussi à être sur le podium. Une finale de la Ligue Europa, d'accord, mais ce n'est pas ce qu'on veut du côté du Vieux-Port. Tous les supporters souhaitaient quand même que Marseille soit champion chaque saison, même si cette équipe n'a pas pour l'instant la politique de ses moyens, de ses ambitions. Les supporters, eux, ils ne comprennent pas ça. Donc, à partir de ce moment-là, avec la saison qui vient de prendre fin, c'est difficile de pouvoir maintenir un entraîneur comme Rudy Garcia. Quoi qu'il soit un entraîneur de haut niveau, vous vous souvenez, il a entraîné l'AS Roma. Donc, voilà, c'était la conclusion, la décision à prendre, faire partir ce monsieur. Et on va dire tout simplement que pour l'instant, l'OM Champion Project bat toujours de l'aile. Si au moins avec cette saison piteuse, Marseille est arrivé au moins à gagner le Classico, ça pouvait le faire malheureusement. Voilà, malheureusement même pas de Classico, rien du tout, rien à se mettre sous la dent. Ce sont les supporters qui sont en courroux du côté du Vieux-Port. Il va falloir du côté de Marseille sortir véritablement de l'argent. Mais Ezekiel vient de dire quelque chose de très très important. Quand on n'est pas qualifié, c'est là où ils doivent avoir véritablement de regrets. Quand on n'est pas qualifié pour une coupe européenne, même si on a l'argent, difficilement on arrive à convaincre les bons grands joueurs. Ils avaient réussi à terminer 3e et jouer la Ligue Europa. Ils pourront même un argument solide pour attirer les joueurs. Mais maintenant là ça va être compliqué. Très compliqué. Même avec l'argent ce sera compliqué. On suivra tout ça. De toute façon, le dernier acte du championnat, c'est ce soir. Et lundi, on en parle dans Plateau Foot Europe pour faire le bilan chiffré et de la Ligue 1 et de la Serie A italienne. On remonte le générique et derrière, nous parlons d'autre chose. Alors, le terme sportif avec vous, professeur Ezekiel. Le thème sportif, on va parler de roulette, pas de la roulette russe, hein, la roulette au football. Ah d'accord, là on est en football, merci de préciser. Oui, la roulette au football, c'est un dribble, tout simplement, ça permet de dribbler un adversaire. C'est un geste technique pas aisé, en tout cas, en conduisant la balle... arrivé, disons, à 1 mètre de l'adversaire, on oriente le ballon vers l'arrière avec la semelle, ce qui veut dire que vous vous mettez sur le profil et puis vous tournez sur vous-même en amenant le ballon. C'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais c'est Zidane qui a remis ce geste technique. Le parfait illustrateur. Au devant de la scène, mais ce serait difficile peut-être de trouver l'inventeur de ce geste, parce que d'aucuns disent que c'est Maradona qui l'a inventé, d'autres disent que c'est Pelé, d'autres parlent de José Farias, donc c'est quand même difficile de parler, de dire celui qui l'a inventé, mais on dira que c'est Zidane qui a remis ce geste au devant de la scène, et plus la roulette est rapide, plus elle est réussie. Et quand c'est réussi, c'est vraiment très joli à voir. On en a vu dans le match Ajax Real Madrid avec Tadic, Douzane. Oui. Et curieusement, il le fait face à une équipe de Zinedine Zidane. Oui, justement, et qui a laissé son défenseur sur les le genoux. carreau.
Moi, je pense qu'il faut ajouter à cette liste Didier Okocha. Naturellement. Très souvent. C'est un virtuose Ouais. également de la roulette. Ah oui, Ouais. ça c'est vrai. On se souvient de ce qu'il a réalisé à la Coupe du Monde 98. Exactement. Il jouait face à l'Espagne. À l'Espagne. Je ne sais pas trop le joueur qui était face à lui, mais il est passé. il a mis dans le vent. Oui, bon. Il a inventé aussi un dribble propre Oui. à lui. Ouais. Oui, Il avait oui, sorti lors justement. de. Ça, au moins, ce dribble, je l'ai réussi. Hein. Moi, Mais ça, c'est Okocha qui l'a inventé. On va voir ça après le match. Et c'était face au Danois Toftings. Ah oui. Merci beaucoup, Ezekiel Ayataï. Vous le dites si bien. Quand Zidane réalise ce genre de geste sur le terrain, c'est tout simplement somptueux. Alors, nous acheminons progressivement vers la fin de cette émission. Fifi Asogbavi, vous allez saluer quelques personnes chères à vous. Julien dans l'été. Oui. Dagan De Madrid. de Madrid. On la salue. On la salue justement. Je pense à Azarif. T'es sûr? Et je pense à Sika et à toutes les dames présentes sur la plateforme PFE. Joël. Oui, un bonjour particulier à tous nos amis de la plateforme Triple C. Bonjour à tous nos frères musulmans, en particulier à mon coach, Amadou Mounirou. Vous êtes aussi en jeûne? Oui, oui, je les accompagne. Là, c'est bien. Il y a mon ami Habib aussi, il ne pas oublier. Et un bonjour particulier à tout le plateau. Merci beaucoup. Ezekiel Ayataï. Bonjour à Alex Patassé, alias Lakoé. Bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté de Didolé, Manoua Kouete, Rachid Alassani, Elliot Mablé. Et puis bonjour à toute l'équipe de Mouzou FC, sans oublier Bénédicte qui nous suit en ce moment. Vous êtes sûr que c'est le nom, Bénédicte? Oui. Vous ne l'avez pas inventé. Roméo Yitor. Alors, salutations à Uruma Falilou, alias CR7, Gérardson, Badenouk Badé, Brocadio Faustin, Mamagoro Zozo et tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci infiniment, Roméo Yitor, Franck Bougnama, avec votre jolie djerba. Je vous invite à aller regarder la vidéo de cette émission pour voir à peu près à quoi ressemble. Voilà quoi. Bonjour au brigadier Simlioa et ses collaborateurs. Bonjour aux inconditionnels de cette émission. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'ils sont à nos côtés, qu'ils nous soutiennent. Et excellent week-end. Nous saluons également au passage l'honorable Akoda, sans oublier Yvette Koulsep et puis Eligno Dorkenou. Nous saluons également tous les membres de l'équipe Solidarité FC et puis tous ceux qui sont sur la plateforme 3C. J'espère qu'on n'a oublié personne, hein? C'est bon, de toutes les façons, même les anonymes. Nous saluons également Armel Waba qui nous a posé un gros lapin ce vendredi. Akbé. On se retrouvera lundi. Ne t'en fais pas, mon cher Habib. Alors, merci Fifi d'être passé. Merci beaucoup à Franck Nouyama, Roméo Yetor, Ezekiel Ayataï, Joël Ali, merci d'être passé nous voir dans le studio Messanyami. Nous avons été heureux de vous présenter ce numéro. On se retrouve lundi pour une nouvelle aventure du foot européen. La mise en onde de ce numéro a été signée Anas PM, la réalisation vidéo, l'affaire dès Lomadovon. On vous souhaite une bonne fin de semaine en compagnie des programmes de Sport FM. Ciao, ciao.